Je suis Vincent Vermeil et je suis ravi d'accueillir une fois de plus Pascal Borel, notre invité principal récurrent, connu sur X sous le nom de @for, donc 4ovet24, pour ses analyses sur la géopolitique économique et sa résistance citoyenne. Pascal, merci d'être avec nous pour cet épisode. Eh bien, Vincent, c'est moi qui te remercie. Je remercie Radio Électron Libre. Je suis heureux d'être là avec vous et je me réjouis déjà de parler de ESG, environnement, comment on dit, environnemental, social et gouvernance. Voilà. Alors, pour les auditeurs, Vincent. Oui. Pour les auditeurs qui nous prennent à l'instant, ouais, sachez que Pascal n'est pas directement dans le studio. Il se promène entre Lausanne et le Valais. Et eh bien, on essaie de faire ce direct. Alors, il y aura un peu de décalage entre nos différentes interventions, mais on va essayer de se débrouiller et de faire comme ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, on va essayer de vulgariser au maximum tout ça, comme si on expliquait ça à un ami autour d'un bon verre de vin ou d'un café. Voilà. Pour interagir, rejoignez-nous sur le groupe Telegram Électron Libre, le sujet émission Le Grand Vol Invisible. N'hésitez pas à envoyer vos questions ou réactions en direct. On les lira pendant l'émission. On va tout de suite partir avec les normes ESG, donc pour environnemental, social et gouvernance, qui ont émergé dans les années 2000 via l'ONU. Et oui, l'ONU a mis son nez partout. Et des fonds comme BlackRock. Officiellement pour inciter les entreprises à être, soi-disant, durables. Moins de pollution, plus d'égalité, meilleure gestion. Mais en réalité, c'est un système de notation qui pénalise financièrement ceux qui ne suivent pas, via des exclusions des investissements ou même des sanctions. On a un exemple historique. En 2004, l'ONU lance les principes pour l'investissement responsable liés au Forum économique mondial et à la BIS. Donc BRI, Banque des règlements internationaux. Pour ceux qui ont écouté les émissions précédentes, vous comprendrez pourquoi je parle. Alors c'est de la propagande, en fait, toute simple, soi-disant pour un monde meilleur. Mais ça donne aux gros fonds de commerce comme BlackRock ou Vanguard, qui gèrent des milliards et des milliards et des milliards, le pouvoir de dicter les politiques d'entreprise, souvent au profit d'élites entre guillemets vertes. Pascal, qu'en penses-tu? Est-ce le début, en cette année donc 2000, d'un contrôle moral par l'argent? Vincent, je te remercie pour ta question. Je pense que je ne sais pas si c'est un contrôle moral ou une volonté de contrôle des flux financiers. Finalement, on s'aperçoit que l'ONU et les systèmes de gouvernance qui y sont affiliés ne cherchent in fine qu'à mettre la main sur la valeur de ton travail. Et ça se traduit par des croyances toutes plus folles les unes que les autres sur l'environnement, le social, la gouvernance. Quand je dis l'environnement, oui, il faut lutter contre la pollution, c'est un état de fait. Mais par contre, venir faire croire à la population que le gaz carbonique, le CO2, est véritablement responsable de l'effet de serre, quand on sait que pour 75 à 80% de l'effet de serre, c'est dû à la vapeur d'eau, le gaz qui a le plus grand impact sur l'effet de serre global sur cette planète, on ne peut s'empêcher de penser que toutes les dépenses qui y sont liées sont faites pour collecter de la taxe, collecter en fait sur le sentiment de culpabilité qui est volontairement généré chez le citoyen. On se sent coupable, on accepte la taxe. Quand tu mets pour 100 francs d'essence dans ta voiture, tu en donnes 80 à l'État, au bas mot. Donc en fait, ce sont des taxes sur absolument tout ce que tu consommes. Et finalement, on le voit aussi, tu parles de BlackRock, Vincent. BlackRock est derrière toute l'implémentation d'éoliennes, de systèmes de production d'énergie renouvelable, et quelque part c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est surtout une machine à fric, si j'ose me permettre, tu m'excuseras ce langage. Et c'est ce que l'on observe partout, cette prise de contrôle finalement
oblige l'industrie à se restructurer en permanence autour de règles qui n'ont finalement pour effet que de casser les entreprises existantes qui doivent se renouveler en continu, qui doivent adapter les processus en continu, et ces process coûtent plus cher que l'activité elle-même. Un paysan aujourd'hui va passer 20, 30 ou 40% de son temps à remplir des formulaires sur la façon dont il travaille. Tout ça, c'est du contrôle. En fait, l'idée, c'est de prendre le contrôle des populations pour pouvoir leur imposer sans révolution les taxes, impôts, coûts de restructuration que tout ce ESG représente. Alors même qu'à la base, ça part d'une bonne intention. Mais comme vous le savez tous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on passe son temps à payer, on détruit les business familiaux, les petites et moyennes entreprises pour qu'elles se conforment à des règles qui, in fine, n'ont pratiquement aucun impact sur notre qualité de vie et le futur de la planète. La seule chose qu'on devrait faire, c'est véritablement lutter contre la pollution, le dégazage des pétroliers en haute mer, la pollution au niveau de l'agriculture en particulier, avec les les ONG, les produits génétiquement, les OGM, qui permettent l'utilisation d'engrais de plus. Voilà, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, les OGM, les semences transgéniques, dont le seul but est de permettre l'utilisation de pesticides et d'engrais de plus en plus violents, qui, eux, vont polluer la nappe phréatique, vont détruire la capacité des batraciens mâles, par exemple, à féconder leurs femelles, etc., vont détruire les abeilles, vont détruire les fourmis, vont détruire les vers de terre, vont détruire toute cette faune qui fait partie de notre écosystème. Donc, oui, en fait, le bien qu'on cherche à créer, ou plutôt que l'on vend aux populations, fait beaucoup plus de mal que le bien qu'on cherche à apporter. Et tout ça pour des raisons qui sont essentiellement financières, je le répète encore une fois. Donc, précisément, alors on peut faire la corrélation, comme tu l'as bien dit. Pour résumer, ces normes ont été adoptées via un lobbying massif avec des conflits d'intérêts, parce que si on reprend tout ce grand vol, justement invisible, hein, avec des conflits d'intérêts donc massifs derrière. Donc, si je résume, BlackRock conseille les banques centrales tout en imposant en arrière-plan ces normes environnementales, gouvernementales et sociales. Alors ça donne pour résultat des crises comme celle de l'énergie en Europe qu'on voit actuellement où les prix ont explosé, où les sanctions ESG justement sur le pétrole russe augmentent les prix pour tous, mais derrière, eh bien, enrichissent avec les alternatives vertes, enrichissent les élites. C'est complètement fou de se dire que on arrive à un tel taux de manipulation. Pascal, est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, marquant des origines de cette problématique? Alors, écoute, j'y réfléchis, j'ai des exemples multiples. Finalement, ça s'inscrit par exemple dans la ligne de ce qui a été posé au niveau des systèmes éducatifs. À savoir que tous les hommes sages qui se sont penchés sur l'art de gouverner des hommes ont compris que le seul facteur qui pèse sur l'équation, c'est l'éducation des jeunes. Or, au niveau des jeunes, on ne leur apprend plus aujourd'hui comment se nourrir décemment parce que ça nuirait aux intérêts du système agroalimentaire. On n'enseigne plus aux jeunes comment se soigner correctement. On leur enseigne l'orthographe, l'alphabet, mais les mathématiques, mais on leur enseigne pas ce qui peut leur donner une qualité de vie accomplie. Quand je dis vie accomplie, c'est se connaître soi-même, être capable de s'alimenter correctement, comprendre quels sont les véritables enjeux. Maintenant, est-ce que j'ai un exemple? Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. C'est ce qui vient de se passer en Hollande, par exemple, où les Américains ont coupé, entre guillemets, les subventions à certaines ONG, comme je préfère les appeler, qui sont des organisations gouvernementales, et ont arrêté de financer leur parc éolien monstrueux que les Hollandais veulent mettre en place. Hein.
Plutôt que de dire, bon, ben voilà, on a perdu le financement, on va pas le faire. Non, ce sont les gouvernements européens qui viennent se substituer au financement. Donc, ça veut dire qu'on va maintenant utiliser l'argent du contribuable, le politique va utiliser l'argent du contribuable en direct pour financer ces installations. Et alors que la société dont les fonds ont été coupés devrait être en faillite. Donc, ça veut dire qu'on ne laisse pas le marché s'autoréguler sur la base d'une gestion, je dirais, à bon sens terrien, un bon sens terrien qui te montre très clairement que oui, ces énergies renouvelables, elles sont très bien à certains moments, mais elles ne peuvent pas subvenir à la façon dont vivent les êtres humains et aux civilisations, je dirais, néolibérales, modernes, qu'on les trouve en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, je ne sais pas, est-ce que toi-même tu penses à un exemple précis que tu voudrais que je détaille, Vincent? Alors moi, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, c'est que on est en septembre 2025 et puis ce que je constate un peu, c'est que les ESG, donc ces espèces de dictat, cette espèce de dictat est partout en fait, puisque on voit bien que notamment au niveau publicitaire, BlackRock et Vanguard forcent les entreprises à adopter toutes sortes de comportements, des quotas pour la diversité ou bien zéro carbone, sous peine de perdre des investissements. On l'a vu avec Jaguar, on l'a vu avec d'autres entreprises, notamment aux États-Unis, où voilà. Alors on dit que c'est pour l'égalité et le climat. Mais à mon avis, en réalité, ça transfère des milliards de dollars vers des secteurs, justement comme tu l'as dit, le solaire, l'éolien, et puis tout ça derrière, est contrôlé par des élites. Ou des fonds verts, on va dire. Alors bien sûr qu'on pourrait mettre des entreprises comme Tesla dedans, aussi. Et puis, pendant que derrière, quand il y en a qui se remplissent les poches, les PME, que ce soit en Suisse ou ailleurs dans le monde, on paye le prix et on souffre. Alors un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est les normes, par exemple, ESG liées à la BRI, qui poussent les banques en Suisse à refuser des prêts à des industries dites non conformes. Augmentant la surveillance, alors avec quelque chose dont on doit voter prochainement, augmentant la surveillance via l'EID numérique. Alors j'ai bien l'impression que tout est lié, absolument tout est lié, du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si toi, Pascal, tu penses qu'il y a des liens concernant ce sujet-là, mais personnellement, plus je regarde on va dire le menu se dérouler devant les yeux, plus je me dis que tout ça, en fait, ne sert qu'une minuscule élite, quelques entreprises à travers le monde, aux dépens de centaines de milliers, de millions d'autres entreprises. Qu'en penses-tu? Alors Vincent, c'est tout à fait exact. Et je pense que c'est toujours le même business model, quel que soit le secteur d'activité humaine que tu analyses. Tout ne tient finalement qu'à la centralisation dans les mains d'un tout petit nombre des flux financiers. Je m'explique. Aujourd'hui, par les impôts directs, indirects, par la dette, par l'inflation, en fait par tous les moyens de revenus de l'État, est centralisé dans les mains d'un tout petit nombre l'essentiel de la valeur de ton travail. Tant que nous ne serons pas égaux devant la loi, devant la Constitution, devant la fiscalité et devant la valeur de l'argent, c'est-à-dire que les banques centrales sont inconstitutionnelles, nous n'aurons jamais d'égalité de traitement. L'accès illimité que se donne par voie constitutionnelle et légale l'État à ton argent est le moteur de toutes les guerres et le moteur du pouvoir qu'ils ont centralisé entre leurs mains. Et si tu parles de l'EID, par exemple, ça n'est qu'une centralisation de plus. Parce que bien sûr, en Suisse, par exemple, l'EID a été, donc l'identité électronique, a été refusée en 2021 par le peuple sur la base du fait qu'une partie des informations sensibles et privées allaient être mises dans des sociétés SA privées et aller voyager en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, dans différents centres. Et l'État a dû annuler son projet d'EID sur cette base parce que le Suisse ne voulait pas que les informations sortent du pays. Et aujourd'hui, on te
te repropose exactement la même chose en te garantissant que toute l'information va rester à l'intérieur du pays de la Suisse, alors même que des contrats sont déjà signés par le gouvernement pour l'utilisation de sociétés privées qui travaillent avec des programmeurs en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, pour des parties importantes de ce qu'est l'EID, nommément la reconnaissance faciale. Donc, ça veut dire que l'État a déjà sous-traité toute une partie de l'outil informatique qui permettra l'EID à des sociétés privées qui travaillent avec des personnes qui sont à l'extérieur de la Suisse. Et à partir du moment où ce sont ces sociétés privées qui vont donner l'outil informatique, ça veut dire que l'État est en train de nous enfariner la face. Je ne dis pas qu'ils sont en train de mentir, ils vont se protéger derrière des procédures et ceci et cela. Mais le fait est qu'on sous-traite à des sociétés privées qui travaillent avec d'autres entités étrangères. Donc, ça veut dire que la raison du refus de l'EID en 2021 n'a pas été adressée. Et aujourd'hui, on vous dit que... Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, de nouveau, à quoi va servir l'EID? Ça va servir à déterminer les services auxquels tu auras droit. C'est-à-dire que pour bien des services, si tu ne produis pas une EID, tu n'y auras plus accès. C'est un peu comme un passe vaccinal quelque part. Si tu n'as pas fait ton vaccin, si tu n'as pas ton passe vaccinal, tu n'iras plus au cinéma, tu n'iras plus au restaurant, tu ne prendras plus le train ni l'avion, tu ne voyageras plus. Et l'EID va permettre de faire quelque chose comme ça. Alors bien sûr que l'EID, moi quelque part, je suis pour, mais encadré par des lois extrêmement précises qui empêchent les gouvernements de transgresser cela pour se donner un outil de pouvoir sur ta personne, pour pouvoir déterminer si tu auras accès à un service ou à un autre. Parce que, in fine, c'est bien à se passer. Donc, il faut encadrer ça d'une structure légale qui détermine une fois pour toutes le rôle de l'État, ce que l'État peut faire. Alors, il y a déjà des règles, mais elles ne sont pas appliquées. Elles sont appliquées, en fonction des intérêts qui se cachent à l'arrière. Donc, tout ça ne tient encore une fois qu'à une chose, c'est cette capacité dont se sont dotés les États de centraliser la valeur de ton argent. Donc, voilà. Et c'est là que le bât blesse. C'est à ce niveau. Et pour réparer ça, eh bien, il faut une fiscalité devant laquelle nous soyons tous égaux. Parce que si on détermine que pour sa mission, l'État a besoin de 14 à 17% de la valeur générée par tous les acteurs économiques de la nation, eh bien, on met un impôt de 17% pour tout le monde, en particulier pour les gros, parce que tu t'imagines bien que les Nestlé, les UBS ou à plus large échelle les Apple, Google, Facebook et autres échappent à l'impôt. Pourquoi? Parce qu'ils se dotent des structures juridiques qui leur permettent, par exemple, de faire transiter leurs produits ou leurs services par des pays avec lesquels des accords de non-double imposition ont été signés, et ils échappent entièrement à l'impôt, ce qui leur permet de faire des bénéfices monstrueux. Donc, tant que on n'a pas décentralisé les flux financiers qui lient la classe moyenne, seule productrice de richesse, les PME qui comptent pour 80% de l'économie réelle dans tous les pays du monde, et les gouvernements, tant qu'on n'a pas réharmonisé ces flux financiers, on n'a aucune chance de s'en sortir. Et c'est la seule chose qui peut ramener un sens des responsabilités au niveau des politiques et des gouvernements qui doivent pouvoir recommencer à être fiers d'offrir à la classe moyenne, aux citoyens, l'environnement qui lui permet de créer de la valeur. D'accord. Alors, c'est bien vu. C'est une seule chose, il faut casser la centralisation, redonner le pouvoir aux communautés locales. Vas-y. Ben, c'est bien vu ça. C'est vrai que tu as fait toutes les corrélations qu'il fallait faire. Hein. Moi personnellement, et d'autres autour de moi ont de plus en plus l'impression que ces normes entre guillemets légales, via différents pays, je pense à l'Union européenne, aux USA, etc., sont biaisées par le lobbying, les élites, comme Larry Fink de BlackRock qui a repris la direction du VEF, et puis qui influencent
influencent de manière drastique les lois pour profit, donc pour leur profit, et puis en nous spoliant largement au passage, et puis c'est ça qui est complètement dégueulasse, c'est complètement pourri, via l'inflation, via une inflation entre guillemets maintenant qui devient même morale. C'est complètement fou. Et comme tu l'as dit, la Suisse a refusé l'EID en 2021. Elle était contre ce contrôle par des sociétés privées, mais ça n'a pas plu aux lobbyistes derrière qui ont poussé les parlementaires et le gouvernement, en tous les cas en Suisse, à remettre la compresse. Donc on devra voter de nouveau le 28 septembre pour ça, sous prétexte de sécurité, que tout maintenant est en ordre, alors qu'en fait, si on décortique, moi je lis quelques commentaires de gens qui prennent le temps vraiment de décortiquer, par exemple, l'application qui est liée à l'EID qui s'appelle SuiYou. Eh bien, c'est assez grave ce qui se passe, puisque on constate, les gens qui décortiquent le code qu'ils ont à disposition constatent que c'est une espèce de salade qui en fait va de toute façon, dans tous les cas, renvoyer les informations ou les données vers Google et compagnie, vers Big Data, et de nouveau entre des mains privées. Mais le gouvernement nous ment à ce sujet-là. C'est complètement fou, c'est complètement incroyable. Je partagerai sur le sujet de la radio là la réflexion d'une personne sur X qui est assez pertinente et qui a décortiqué justement les tenants et les aboutissants notamment de cette application. Et c'est proprement scandaleux de constater ça. Et derrière, si on refait le chemin à l'envers, eh bien, on peut se poser des questions dans le sens où est-ce que c'est pas une application avec un moteur, un système derrière, qui permettrait de manière légale, de légaliser un système pour escroquer les gens, escroquer le fil de votre travail, escroquer vos informations, vos données privées, eh bien, à des fins commerciales. C'est assez grave, c'est assez dangereux, puisque vous n'aurez plus du tout de vie privée dans tous les sens du terme, où le moindre geste, le moindre mot que vous pourriez dire, eh bien, sera enregistré et redistribué à ces entreprises. Tout ça pour des raisons économiques pour elles, puisqu'ils pourront, grâce à ça, grâce à l'IA derrière, eh bien, faire ce qu'ils veulent et surtout savoir ce que vous anticipez sur ce que vous voulez. C'est complètement fou. On est en train de maintenant, nos gouvernements sont en train de vouloir abolir ce qu'il reste de nos droits, du peu qu'il reste de nos droits à la vie privée. C'était un des derniers murs qui tenait encore un peu la route. Il a déjà pas mal été abattu depuis maintenant une trentaine d'années. Mais là, si la population suisse accepte cette EID, eh bien, ça va être terminé pour eux d'avoir le moindre droit à une vie privée. Alors ils vont vous faire croire que c'est pas du tout le cas, mais déjà aujourd'hui certaines applications sur vos smartphones posent problème par rapport à cette on va dire à votre vie privée et atteint votre vie privée, notamment au niveau sonore. On a des preuves flagrantes. Certains en ont fait l'expérience. Par exemple, vous êtes au bar d'un café et puis vous discutez de tel ou tel produit ou de comme quoi vous avez envie d'acheter par exemple un nouveau téléviseur ou une nouvelle paire de jeans, eh bien tout à coup, quelques minutes après, vous allez voir fleurir sur votre téléphone portable de la publicité pour des jeans ou des téléviseurs. Essayez une fois de faire l'expérience, c'est assez bluffant. Donc votre téléphone régulièrement enclenche son micro et puis sans vous avertir et puis enregistre ce que vous dites et ensuite l'utilise pour vous fournir de la publicité. Alors vous allez me dire oui mais j'ai jamais signé pour ça. Eh bien si, quand vous avez accepté, vous avez acheté votre téléphone tout neuf, quand vous avez accepté les conditions générales d'utilisation qui englobent énormément de choses, eh bien vous avez accepté de vous faire espionner à votre insu, de votre plein gré. Pascal, qu'est-ce que tu penses de cette évolution qui nous pend au bout du nez si on accepte cette identité électronique tournée et présentée de manière fallacieuse par nos dirigeants? Alors écoute, Vincent, c'est encore une fois justement une restriction à nos libertés. Mais cette restriction à nos libertés, l'outil qui sert à réduire nos libertés,
ne vient pas directement de notre gouvernement, ne vient pas directement des GAFAM ou des sociétés qui fabriquent les programmes. J'aimerais revenir sur le modèle de McKinsey. McKinsey, qui est une société privée, donc qui est une société entre guillemets de consultance, mais plutôt d'aide à la gestion. Et nos amis de McKinsey, ce sont des gens absolument brillants, comme je viens de le dire. C'est une société non cotée en bourse qui est détenue en main privée et qui travaille à la complexification des lois en permanence. Parce que finalement, le but, c'est de complexifier le système dans lequel nous sommes intégrés, dans lequel nous vivons tous, que l'être humain crée. Je rappelle que 90%, 95% de l'environnement dans lequel nous vivons est créé entièrement par des êtres humains. Et plus tu le complexifies, plus tu te retrouves dans un système qui nécessite des systèmes, entre autres informatiques, pour le gérer. C'est ce qu'on voit dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, par exemple, est-ce que tu es au courant que seulement 7% du coût de la santé va dans la poche des médecins? Le reste, c'est de l'administratif. À savoir, ce sont des processus dans lesquels, par exemple, les médecins vont passer 30 à 40% de leur temps de travail à remplir des formulaires de contrôle pour les assurances ou pour la sécurité sociale étatique. Et si tu regardes les coûts d'une société, par exemple, comme LK, donc, c'est Seraf. C'est la redevance audiovisuelle qui a donc été déléguée par l'État suisse. Donc la redevance audiovisuelle a été déléguée par l'État suisse à la société Seraf, qui fait partie, tout ou partie de LK. LK est une société qui dont les coûts informatiques, je ne vais pas entrer dans les détails, ont explosé ces dernières années. Pourquoi? Parce que cette multitude de règles auxquelles on doit se soumettre tous n'est pas seulement une atteinte à ta liberté, c'est une opportunité de business absolument fabuleuse pour tout ce qui gravite autour du cadre légal et des règles en question. On dit que l'excès de règles ou l'excès de lois est la plus grande des injustices. Et je pense que c'est profondément vrai. Pourquoi? Parce que ça donne à des gens qui sont brillants, les gens de McKinsey, les gens d'Elka, les gens de Seraf sont des gens brillants. Et ils ont une situation de ce vide juridique quelque part. Mais c'est pas ce vide juridique, c'est l'excès de règles qui justifie qu'ils s'approprient d'un business qui est autour du respect des règles. L'exemple de la santé est absolument fabuleux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les gens qui contrôlent les flux financiers, qui s'insèrent comme intermédiaires financiers entre le patient et le médecin, contrôlent toutes les opérations. Donc, contrôlent les protocoles de soins auxquels tu auras droit, contrôle le salaire des médecins, contrôle les logiciels qui sont nécessaires à ce contrôle, et c'est un business absolument fabuleux. Et si tu regardes les coûts informatiques, pour ne parler que de ça, des sociétés que l'État met en charge de tout ça, ou plutôt que même des sociétés d'assurance obligatoire, les budgets informatiques, ils ont besoin de systèmes pour se conformer aux règles que les conseillers des politiques, entre autres McKinsey, obligent les politiques à mettre en place. Et ça se voit à tous les niveaux. Donc, c'est un pur business model. Et la seule solution à ça est de revenir à un cadre légal et à un cadre constitutionnel qui soit compréhensible d'un enfant de 7 à 10 ans. Et si tu fais ça, eh bien, tu empêcheras les gens qui profitent de cette complexité juridique, de cette complexité constitutionnelle, de tirer un argent monstrueux des systèmes qu'ils doivent mettre en place pour te contrôler, pour se conformer au cadre légal qu'ils ont eux-mêmes sollicité en tant que conseillers des politiques. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est pour ça que je dis constamment, entre autres dans mon livre 2024, que nous devons réécrire nos constitutions, non pas pour les complexifier, encore plus, la constitution suisse fait 340 pages ou un mot, non mais pour les simplifier, pour rendre une constitution de plus de 12 pages qui s'occupe d'autre chose que des valeurs que nous avons choisies pour pouvoir vivre ensemble dans l'harmonie au sein de la nation.
eh bien, une constitution de 12 pages doit être anticonstitutionnelle. Un code d'articles de loi qui devrait être l'unique outil avec la constitution à disposition des juges, qui fait plus que 240 pages, est anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, les gens de McKinsey, en l'occurrence, et bien d'autres qui sont actifs sur toute la planète au sein de tous les gouvernements, en France, par exemple, ont réussi à mettre en place plus de 110 000 pages de règles étatiques qui sont jointes au cadre légal et constitutionnel pour empêcher toute personne saine d'esprit de les comprendre et qui permettent finalement tout et son contraire en fonction de leur interprétation. Et les business, comme tu parles du dossier électronique du patient, tu parles de la santé, tu parles, eh bien, c'est ça la problématique. On doit simplifier le système pour le remettre à disposition du citoyen en direct. Alors, merci pour toutes ces explications, Pascal, mais tu t'apportes des solutions déjà. Mais pour l'avenir, est-ce que les ESG pourraient évoluer, par exemple, vers une monnaie numérique programmable, punissant les achats non verts? Est-ce que ça pourra évoluer vers ça? Beaucoup de gens le disent, d'accord? Alors beaucoup de gens disent aussi, mais non. Et puis de toute façon, si ça se fait, c'est pour la planète. Mais dans la réalité, d'après ce que je comprends de tes explications, c'est pour un contrôle total par rapport à quelques entreprises, notamment je pense à BlackRock, avec l'aide, justement, comme tu l'as dit, de McKinsey. Donc un contrôle total par ces élites, évidemment sous la houlette de toujours la banque, la BIS, et puis le World Economic Forum, et puis tout ça au détriment de la liberté de tout un chacun, que ce soit la liberté sociale ou la liberté économique, c'est-à-dire de réaliser, de faire des choses. Alors, je repense à l'émission de l'autre jour où on a parlé des BRICS et est-ce que je me dis, est-ce que les BRICS poussent vers une solution inverse, c'est-à-dire vers on va dire une durabilité souveraine sans imposition morale, puisqu'elle a tendance, d'après ce que j'ai compris dans le fonctionnement de ces BRICS, à mettre en avant le commerce local pour justement un vrai équilibre, Pascal. Est-ce que les BRICS pourraient être comme un contre-modèle aux ESG? Alors, Vincent, bien sûr, mais encore une fois, dès qu'on parle de monnaie, que ce soit monnaie numérique, on parle du dollar, de l'euro, etc., aujourd'hui, c'est entièrement sous le contrôle des États, de la BRI, bien sûr, mais surtout des banques centrales. Des banques commerciales, dans une certaine mesure, puisque les règles éditées par les banques centrales sont suivies, mais en partie. La comptabilité même des banques commerciales, il y en a toujours trois, une pour les actionnaires, une pour les gérants de la banque et une pour le fisc, pour diminuer la pression fiscale. Donc, de toute façon, c'est comme on dit en anglais, lies, damn lies and statistics. Excusez-moi, on dit la comptabilité, ou plutôt la statistique est la grande sœur du mensonge. Tu fais dire à peu près ce que tu veux aux chiffres quand tu les manipules de façon correcte. La monnaie numérique est avant tout aujourd'hui un instrument de contrôle. L'idée, donc l'identité électronique et la monnaie numérique, c'est d'avoir un contrôle, ou plutôt un aperçu de ce que tu dépenses et quand tu le dépenses et comment tu le dépenses. D'une certaine façon, ça veut dire que si l'État a estimé que tu avais consommé suffisamment de pétrole, la monnaie numérique permettra d'empêcher que tu achètes de l'essence. Elle te laissera tu pourras accéder à ton argent pour acheter des produits de première nécessité, mais plus d'essence pendant une semaine. Donc, ça va jusque-là. Alors, tu vas me dire que je suis complotiste et puis que, voilà. Mais non, il n'y a aucun complot. Ça m'amuse toujours. Il n'y a aucun complot. Il y a des intérêts financiers. Or, les BRICS, bien entendu, veulent se positionner comme étant capables de concurrencer une monnaie globale telle que le dollar. Et ils vont peut-être y arriver. Mais je te rappelle que le Brésil, la Russie, tous ces merveilleux pays, la Chine, l'Afrique du Sud, ont des économies qui, en comparaison de celles des Occidentaux et en particulier des États-Unis, est relativement faible.
Donc ça veut dire qu'au moment où les Américains, sous la pression des BRICS, mettront à disposition pas forcément une monnaie en technologie de blockchain façon les cryptocurrencies, mais se doteront de règles qui s'appliquent aux banques centrales, à savoir que on ne génère plus d'inflation en faisant tourner la planche à billets. On ajuste la masse monétaire en fonction de la croissance ou décroissance de l'économie. Dès que les Américains, et peut-être que Donald Trump a compris ce genre de choses, je suis sûr que Elon Musk l'a compris, mais peut-être que certaines personnes du cabinet de Trump vont pousser à redonner son efficience au dollar. Alors, est-ce que ça va rendre les monnaies socialement responsables? Je ne sais pas. Le but d'une monnaie, c'est de donner un outil d'échange entre des acteurs économiques pour échanger du savoir, donc des connaissances, des biens et des services. Et il faut que les monnaies soient indépendantes des contraintes étatiques, des contraintes politiques, pour redevenir un service offert par l'État au service des acteurs économiques. Et si les BRICS sont ça en tête, bien sûr qu'ils peuvent faire quelque chose d'extraordinaire, mais est-ce que c'est véritable? Là, quand j'observe la Chine, quand j'observe la Russie dans une certaine mesure, mais ils sont déjà un peu moins dictatoriaux que nos amis chinois. Mais quand j'observe tous ces pays qui sont dirigés par des contraintes politiques extrêmes, est-ce que le fait qu'ils soient tout d'un coup réunis va permettre véritablement d'apporter un élément social, un élément de gouvernance qui va remettre les monnaies au seul service des acteurs économiques d'une nation? J'en doute. Mais peut-être que ça va aller dans cette direction. Et encore une fois, si tu lis mon chapitre source de revenus des États et ensuite définition du budget de l'État dans les articles constitutionnels, c'est l'article 3 du chapitre 11, article constitutionnel, eh bien, je te définis les fondations qui doivent être mises en place pour revenir à ce modèle social et de bonne gouvernance. Ouais, c'est en fait la question que je te pose et ta réponse apporte encore plus de questions et c'est là que le bas blesse et c'est là qu'on voit la complexité qui a été mise en place. Moi, quand les gens me disent ah mais c'est complexe, je dis ah alors c'est mafieux et beaucoup de gens s'offusquent quand ils m'entendent dire ça, mais j'ai bien l'impression qu'on arrive pour finir à cette définition là de la complexité en tous les cas pour ce qui concerne, on va dire l'économie globale, que ce soit même en Suisse ou même locale, on est en train de partir dans des schémas qui sont complètement pourris et qui pourrissent la vie de tout le monde de manière globale, de manière générale. Ça va du simple, et puis ça risque, si l'EID est accepté en Suisse, ça risque de pourrir la vie de tous les Suisses au quotidien, même si soi-disant au départ c'est gratuit, ce qui est faux, ça coûte des millions, et puis c'est pas obligatoire, ce qui est faux aussi. On a des exemples aujourd'hui concernant justement ce que tu expliquais comme on va dire coercition possible. On a des exemples flagrants. Je vais vous en donner un. Si vous désirez, par exemple, simplement avoir un timbre postal. Avant, vous pouviez, il y a encore quelques mois ou une année en arrière, vous pouviez directement envoyer un SMS pour commander un timbre et le message que vous envoyez, eh bien, vous avez une série de chiffres que vous écriviez sur l'enveloppe de manière tout à fait basique. Et moi, j'aimais bien personnellement utiliser ce système quand j'avais pas de timbre sous la main, c'était très pratique. Et puis aujourd'hui, j'avais un courrier à envoyer et je constate que on nous dit oui, mais c'est très pratique, vous pouvez encore le faire en installant sur votre téléphone l'application de La Poste. Alors, je suis le système et j'installe l'application de La Poste sur mon téléphone. Et là, oh surprise, non, je peux pas commander de timbre si je n'ai pas, on va dire l'ancêtre de l'EID, le Suisse ID.
Hein. Donc si j'ai pas fait toute la démarche pour avoir une identité électronique, donc avec une copie de ma pièce d'identité envoyée, avec un selfie, etc., eh bien je ne peux pas avoir acheté un simple timbre, alors qu'avant on pouvait le faire de manière très simple en envoyant un simple SMS. Donc là, c'est un exemple concret dont je vous parle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent actuellement et puis qui se disent ah mais ouais c'est vrai en fait. Voilà. Donc l'application de la Poste limite ses services de cette manière-là. Ce que je trouve absolument scandaleux parce que la Poste étant un service entre guillemets, maintenant je dis entre guillemets, mais étant un service public, elle devrait continuer à proposer les moyens les plus simples pour comment dire ça, acheter les timbres quoi. C'est basique, c'est bête. Hein. Alors après, puisque tout est lié, on peut se poser la question suite à ça. Pourquoi la Poste entre guillemets distribue de moins en moins de courriers? Ah, mais c'est parce qu'il y a les emails, vous comprenez. Voilà, les gens communiquent maintenant, c'est fini là les courriers par la Poste. Alors, je dis à ça, moi je réponds oui et non, parce qu'en fait, derrière, ils ont mis en place tout un système qui dégoûte les gens. D'envoyer une lettre, puisque il vous faut un suicidé pour avoir un timbre. Alors vous allez me dire ouais mais vous avez qu'à aller à la Poste. Ah oui, mais alors c'est une régression technologique à quelque part. Et alors que la technologie devrait être accessible à tout le monde. Il y a une chose, Pascal, sur laquelle j'aimerais revenir. Tu me parlais de l'informatique. Moi, ça fait des années que je suis dans l'informatique. Et les coûts, tu parlais de coûts informatiques par rapport à des sociétés comme McKinsey ou autres. Moi, j'ai bien l'impression, au niveau même du développement, etc., j'ai bien l'impression que c'est des gros mensonges. En 1989, je participais déjà à la conception de programmes informatiques. À l'époque, c'était en COBOL. On programmait en COBOL. On a fait des systèmes de gestion pour des boutiques, pour des commerces et même pour des systèmes interactifs au niveau boursier à l'époque. Et je peux t'assurer que c'est pas si coûteux que ça. C'est pas si coûteux que ça. Alors, il y a des questions qui se posent, c'est de savoir où va l'argent. Où va l'argent? Parce que c'est des millions et des millions de francs qui sont imposés, qui sont prélevés par des entreprises privées pour développer ces outils. Mais on constate derrière, quand on va, par exemple, moi je me rappelle de l'application pour le pass Covid, je m'étais amusé puisqu'elle était mise en, soi-disant, les sources étaient mises en libre accès, je m'étais amusé à télécharger ces sources, ce code source, et j'ai constaté qu'en fait, le développement, en tous les cas à la base, en tous les cas les codes sources que proposait l'État, pour qu'on puisse regarder comment ça se passe, eh bien j'ai constaté que c'était un vulgaire assemblage de différentes applications qui avaient déjà été créées, et c'était très simple. Il y avait des images, des graphismes qui provenaient d'autres applications qui étaient à l'intérieur de ce code source, et puis on arrivait à un grand mur à un moment donné. C'était le mur Google, etc., qui lui protégeait son code. Alors on ne savait pas où partait dans la finalité, où partaient ces informations qui permettaient de contrôler si votre passe était valable ou bien pas. Et moi, là, je me pose encore de la question, puisque c'est des applications qui ont coûté des centaines de millions de francs en développement. Suiyu, l'application pour l'EID, pareil, va coûter des millions, des dizaines et des dizaines de millions. En plus de la mise en place de l'EID, ça, c'est encore un autre budget. Donc c'est complètement fou. On a une explosion de pognon, et puis qui va dans la poche d'un seul personnage, on va dire, dans la finalité, avec ses sociétés, sa société mère et ses sociétés filles, c'est Monsieur Moret qui va encore se remplir les poches. C'est un peu bizarre ce copinage qu'on le retrouve jour après jour concernant tous ces flux financiers. Où à un moment donné, on a l'impression, je sais pas ce que tu en penses Pascal, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui ramassent le fric pour construire des produits soi-disant hyper sophistiqués, alors qu'ils reprennent des codes sources d'autres applications, etc., qui font une espèce de salade, encore une fois, avec on prend un petit bout là, on prend un petit bout là. Alors je suis d'accord, en informatique, si on peut éviter de réinventer la roue, c'est bien, mais là ça pose problème. Je suis pas le seul qui travaille dans ce métier depuis longtemps à dire la même chose et à dire mais qu'est-ce qu'ils font
réellement avec tous ces millions. Quand on voit que on peut pratiquement, en demandant notamment aux Indiens, j'ai travaillé avec eux quelquefois sur différents projets, en quelques mois, on peut obtenir des applications pour smartphone, par exemple, alors avec un cahier des charges évidemment extrêmement bien défini, mais on peut obtenir une application complète et ça ne vous coûte pas des centaines de millions de francs à l'arrivée. Donc moi, je m'interroge, je ne sais pas si c'est ton cas, Pascal, mais je m'interroge avec toute cette chaîne, ces maillons de chaîne qui au passage prennent chaque fois 1 million de francs, 2 millions de francs, 10 millions de francs, mais est-ce que cet argent qui vient du contribuable, donc, sert effectivement au développement de ces produits-là, ou alors à l'entretien des machines, des serveurs, etc. Parce que quand on regarde, par exemple, au niveau d'une banque, aujourd'hui, eh bien, simplement avec un téléphone portable, on pourrait presque, alors j'extrapole un peu et je simplifie énormément, mais on pourrait presque gérer 1 million de clients avec un système simplement à partir d'un téléphone portable et d'un serveur unique, bien sûr sécurisé, mais on pourrait gérer pratiquement 1 million de clients très facilement avec un coût moindre. Alors je m'interroge là-dessus et je sais pas si toi tu as ce même sentiment où à un moment donné on paye les marionnettes et le pognon, les bénéfices, bien sûr défiscalisés, finissent dans la poche de BlackRock, Vanguard et compagnie. Eh bien, Vincent, je vais commencer par te citer, tu parlais de complexité des systèmes, je vais commencer par te citer le général de Gaulle qui disait que dans une situation complexe, tu dois arriver avec des idées simples. Et les idées simples aujourd'hui n'ont pas le vent en poupe, soyons clairs. Donc ça veut dire, tu parles de monsieur Cédric Moret, dont l'ex-femme est Isabelle Moret, une politicienne, et qui, je te rappelle, monsieur Cédric Moret a fait, je crois, 14 ans ou 12 ans chez McKinsey, et qui est devenu partenaire de McKinsey. Donc il est particulièrement bien placé pour mettre en place LK, pour mettre en place Seraf, pour mettre en place toutes les sociétés la constellation, la galaxie Cédric Moret, comme j'aime à l'appeler, qui lui sert à, je dirais, non pas forcément embrouiller les politiques ou les gens qui essayent de décrypter la façon dont fonctionne le système, mais qui utilise finalement un légal qui a été modifié, qui est modifié par les gens de McKinsey, mais il est au conseil d'administration, je crois, de Migros, il est, etc., etc. Donc c'est un monsieur brillant. Il a compris comment fonctionne le système et comment en tirer le meilleur parti. Je le félicite. Maintenant, est-ce que d'un point de vue éthique, il opère dans l'intérêt du plus grand nombre? Eh ben ça, je laisse à ses proches le soin d'en juger. Moi, je n'ai pas à me positionner par rapport à cela. Quant au coût de l'informatique, la seule chose que je puisse faire à titre personnel, c'est d'analyser les bilans et de voir quels sont les postes qui ont véritablement augmenté. Et si je regarde dans une société, dans différentes sociétés informatiques, sur les 5 ou 10 dernières années, l'augmentation des charges dues au développement informatique, c'est plus 150 à 200% de façon quasi systématique. Alors, est-ce que c'est uniquement utilisé par les comptables, les départements comptables et fiduciaires pour masquer d'autres dépenses, pour payer des dividendes indus, des salaires et autres? J'en doute un peu. Il y a certainement un petit peu de ça, tant est qu'encore une fois, on a toujours 3 comptabilités, une pour le management, pour savoir ce qui se passe vraiment dans ton entreprise, une pour le fisc, pour diminuer la charge fiscale, et une pour tes actionnaires, pour leur faire croire que tout va bien. Et j'exagère peut-être un peu, les gens vont rigoler en m'entendant, mais en attendant, c'est comme ça que, personnellement, c'était de l'interprétation d'une comptabilité à destination d'un type d'individu, d'un partenaire ou d'un autre. Donc, et c'est comme ça que ça se fait. Donc, moi, tout ce que j'ai pour pouvoir en juger, c'est finalement les états comptables et l'analyse des comptes de pertes et profits des sociétés. C'est ce que je fais. Et j'essaye de tirer des liens parce que ça a été mon métier. J'ai été administrateur, président du conseil d'administration de toutes sortes de sociétés pendant l'essentiel de ma carrière professionnelle. Maintenant, est-ce que véritablement les coûts
informatiques en eux-mêmes ont augmenté. Non, mais la complexité des lois, cette complexionite, comme je l'appelle encore une fois dans mon livre 2024, j'ai intitulé un de mes chapitres Complexionite, et où j'illustre bien le fait que on est dans cette complexité et que des gens comme McKinsey, c'est leur business model. Des gens comme le WEF, c'est leur business model. L'excès de loi est la plus grande des injustices et tant que ces gens-là peuvent surfer sur ce que leur autorise un cadre légal qui fait des dizaines de milliers de pages, s'il est normal qu'ils en profitent. Maintenant, est-ce que le poste informatique, lui, a augmenté? Bien sûr, ça fait partie du business model en question et personne ne peut le leur reprocher puisque c'est soi-disant pour respecter la loi ou pour permettre de respecter la loi. Et on est tous respectueux de la loi. Moi, le premier. Les règles, même difficiles à entendre et difficiles à appliquer, sont quand même ce qui nous unit en termes d'espèces collaboratives. Sans règles, c'est l'anarchie absolue, mais il faut revenir à des règles qui sont applicables, appliquées et qui déterminent notre capacité collaborative ou coopérative, je devrais dire les choses comme ça, où ces règles sont la base, le socle, la fondation de ce qui nous unit, ce qui nous permet de travailler ensemble. Et aujourd'hui, les règles sont designées pour nous diviser jusqu'au sein même des familles. Et on est tous à se tirer dans les pattes comme des fous pour discuter de telles règles, de telle autre. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues beaucoup trop complexes. Et nous devons faire mourir cet ancien système pour le ramener à la vie. Et en ce sens, la mort d'un système est le plus beau cadeau de la nature parce qu'il permet sa renaissance. Et nous devons réécrire les constitutions et le cadre légal par des tirés au sort, comme le propose par exemple un Étienne Chouard, comme le propose toute une série de gens qui ont vraiment posé leur esprit sur la problématique. Mais aujourd'hui, on rajoute des règles comme un patient aux soins palliatifs prend un médicament pour se donner 10 jours de vie ou de sursis. Eh bien, c'est ce qui se passe dans nos démocraties. Dans nos démocraties, on arrive avec des règles nouvelles, des règles nouvelles, des règles nouvelles qui non seulement volent leur liberté aux citoyens, les mettent sous contrôle, mais surtout leur volent la substantifique moelle, la valeur de leur travail, leur argent. Et c'est le moteur de 80 ou 90% des problématiques actuelles. Donc, encore une fois, le général de Gaulle, dans une situation compliquée, arrive avec des idées simples. Et tu trouveras les solutions, tu créeras le consensus dont nous avons tous besoin aujourd'hui, Vincent. Je te remercie Pascal, et moi j'essaie de réfléchir en t'entendant parler à des exemples de règles qui pourraient, je dirais, intéresser nos auditeurs, parce que encore une fois on essaye de vulgariser au maximum cela. Alors dans l'absurdité de ces règles, j'ai un petit exemple qui est tout frais, qui date d'il y a une semaine environ, un peu plus, où j'ai un ami qui a une buvette au bord du lac. Cet ami est un musicien et quelqu'un qui aime le son, le bon son de bonne qualité, et il a décidé dans sa buvette, depuis maintenant 25 ans qu'il est à la tête de cet estaminet, eh bien de mettre au départ des petits haut-parleurs, toute une série de petits haut-parleurs au plafond de sa buvette pour que le son ne soit pas trop fort, mais qu'il puisse être audible par tous. Voilà. Et dernièrement, il a eu la visite de l'État, et la personne qui l'a visité lui a dit: ah mais monsieur, vous devez enlever tous vos haut-parleurs, vous n'avez pas le droit de mettre du son, et parce que cela dérange les oiseaux. Et alors il a dit: oui, mais je fais comment? Parce que moi, mes clients, quand ils viennent, ils commandent à manger, eh bien ils laissent leur prénom, et quand le plat est prêt, eh bien je les appelle pour qu'ils viennent chercher leur pitance. Et puis bien là, le fonctionnaire le regarde et puis lui dit: ah mais monsieur, il faut enlever tous ces haut-parleurs et mettre un gros haut-parleur. Puis le patron lui répond, lui dit: oui, mais si je mets un gros haut-parleur, ceux qui sont de l'autre côté de la terrasse vont peut-être pas nécessairement entendre, je vais être obligé de pousser le volume.
Et eh bien, l'absurdité de la règle veut que le fonctionnaire lui réponde, eh bien oui, monsieur, vous allez être obligé de faire comme ça. Donc, on part d'une sono qui est toute simple, hein, avec plusieurs petits haut-parleurs, un volume qui est discret, d'accord. Et puis, on arrive à une situation où on doit mettre un gros haut-parleur avec un volume à fond pour pouvoir appeler les clients. Et c'est complètement absurde. Et tout ça pour éviter de déranger, soi-disant, les oiseaux. Alors, je sais pas, hein, moi personnellement, je connais un peu le son et je me dis que c'est complètement absurde, complètement. Mais voilà. Alors, si ce monsieur ne le fait pas, si mon pote là ne va pas se plier à ces exigences-là, à ces règles-là, eh bien, il risque de peut-être perdre sa patente et devoir fermer son établissement. Voilà dans quel règlement, un exemple de règlement absurde. Il y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas si Pascal, tu en as des exemples. En tous les cas, il y en a d'autres. Donc c'est pour vous dire qu'on va de plus en plus dans l'absurdité. Et puis je me pose la question de savoir aussi si cette absurdité dans les règlements n'est pas à quelque part voulue pour déjà dégoûter les gens de monter des entreprises ou des sociétés avec toutes les normes, etc. Et puis que cela profite encore une fois, eh bien, aux grosses entreprises qui, elles, par derrière, à force de spolier du pognon aux gens, ont les moyens de mettre en place tous ces systèmes. Et je pense aussi, alors on parlait des ESG là aujourd'hui, mais je pense que ça rejoint un autre système qui est un gouffre à pognon, les systèmes ISO. Vous avez ISO machin, ISO 9000, ISO 10000, ISO 11000, et tout ça a un coût énorme pour les sociétés qui doivent s'y plier, d'accord, pour pouvoir avoir par exemple des mandats par rapport à l'État. Et là, on arrive des fois à des absurdités. On impose à des petites PME qui ont des compétences dans certains domaines, et puis qui doivent faire des travaux avec leurs compétences auprès de l'État, par exemple. Eh bien, on leur impose d'être maintenant certifiés ISO. Et là, ça pose aussi un gros problème. Alors, je sais pas, Pascal, si tu as des exemples, toi, pour essayer de vulgariser au maximum, si tu as des exemples pour les auditeurs de ces situations et de ces réglementations qui sont dans l'absurdité. Ben écoute, Vincent, on dit que toute personne peut être jugée par ce qu'il fait de son pouvoir. Or, quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, en particulier dans le domaine de l'État, eh bien, c'est clair qu'il va non seulement user de son instant de pouvoir, mais peut-être même en jouir. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens sont là pour appliquer des règles, on leur donne un process, et puis ils l'appliquent, ils en tirent leur instant de pouvoir. On peut pas le leur reprocher. C'est comme ça, mais ça atteint des sommets. Tu parles de ton ami qui peut pas mettre une série de petits haut-parleurs qui doit le remplacer par une grosse boom qui va faire beaucoup plus de bruit pour respecter un règlement qui est totalement absurde. La grosse boom va beaucoup plus déranger les oiseaux que les petits haut-parleurs mis aux quatre coins de la terrasse. C'est une évidence. Mais on n'est pas là pour faire ce qui est juste. On est là pour acquérir un instant de pouvoir, acquérir, j'allais dire, la possibilité de mettre à l'amende, de générer de l'argent. Mais ça va beaucoup plus loin encore, parce que si tu penses à un domaine aussi important que l'accès à la propriété privée, et je te rappelle quand même que le seul mandat de l'État, si tu y réfléchis, c'est la défense de la propriété privée et la défense de la propriété intellectuelle. L'ordre intérieur, la justice et l'armée découlent de la mission première qui est de préserver la propriété privée. Or, aujourd'hui, toutes les règles visent à limiter ton accès ou à te voler ton accès à la propriété privée. Je parle bien évidemment en termes immobiliers. On va voter dans quelques jours pour la suppression de la taxe sur la valeur locative, qui va être remplacé par d'autres types d'impôts qui rapporteront plus encore à l'État que l'impôt sur la valeur locative, qui, je te rappelle, est un impôt qui avait été proposé dans les années 1915-1920, donc il y a plus d'un siècle maintenant, et qui devait être temporaire. Mais évidemment, en Suisse et dans toutes les démocraties occidentales, il n'y a pas de petits profits. Ça rapporte à l'État, donc on va maintenir cet impôt le plus longtemps possible.
Et aujourd'hui, tout est orchestré pour te voler ton accès à la propriété privée. Et c'est une absolue obscénité puisque c'est la seule, première et la seule véritable mission de l'État. Tout le reste découlant de là. C'est une simplification extrême, mais je cite Général de Gaulle, dans une situation compliquée, tu dois apprendre à arriver avec des idées simples. Et la mission de l'État unique, défense de la propriété privée. Or, j'assiste à des conversations entre des personnes qui cherchent à vendre des biens immobiliers et des notaires dont tu sens qu'ils ont le sourire jusqu'aux oreilles par la liste de contraintes faramineuses qui est imposée à un propriétaire qui veut juste vendre son bien. Et tous les parasites se sont mis là autour, utilisant la complexité légale des règles juridiques qui sont là pour empêcher un propriétaire de garder pour lui la valeur qu'il extrait d'avoir été le propriétaire d'un bien immobilier, de s'en être occupé correctement, d'avoir effectué tous les frais, d'avoir payé tous les frais d'entretien, etc. Oui, tu veux lui voler. Alors, tu es propriétaire au registre foncier, bien entendu, mais l'État te vole la valeur de cette propriété, la valeur de ton bien, en te faisant littéralement faire un parcours du combattant, qui est une obscénité, pour pouvoir réaliser cette valeur. Donc, encore une fois, c'est une source de pouvoir que l'État donne à des scribouillards, des gens qui sont des admin, qui ne génère aucune valeur, si ce n'est à travers les processus, les lois que l'État impose aux citoyens pour empêcher le citoyen de devenir propriétaire et surtout de garder la valeur de son argent. Donc finalement, in fine, c'est pas seulement les petits instants de pouvoir dont tout un chacun profite, ok, on peut le pardonner, c'est comme ça. Mais c'est véritablement les flux financiers qui sont derrière chaque étape, qui sont derrière finalement tout ce que tu décris, Vincent. Parce que c'est la motivation financière, c'est comment est-ce que ces règles vont me permettre de te contrôler, de te voler la valeur de ton argent. Donc l'histoire des haut-parleurs de la terrasse, c'est révélateur. Et ce dont je te parle, l'accès à la propriété privée, la défense de la valeur de la propriété, qui est la seule mission de l'État, eh bien, n'est même pas respectée, n'est plus au sommet. Et si tu en parles à des politiciens, mais ces braves gens, ils y comprennent rien. Ils comprennent rien à la finance, ils comprennent encore moins à l'économie. Ce sont des orateurs merveilleux, ils devraient être sur les planches dans un théâtre. Mais ils ne comprennent rien à l'économie et je dirais encore moins à la finance. Ils savent pas ce que c'est qu'un long short, ils savent pas ce que sont les instruments financiers, les hedge funds, etc. Ils ont aucune idée. Et c'est pourtant eux qui sont amenés à gérer les plus grandes entreprises de l'État. La plus grande entreprise qui est l'État. Non mais oui, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te le redis. Il faut que le système actuel meure pour pouvoir renaître. Non pas au service d'intérêts financiers des BlackRock, des BRICS ou de tout ce que tu veux, des banques centrales, de la BRI et de tous les gens qu'on a mentionnés au cours de cette émission, non au profit du seul souverain, le peuple, qui doit redevenir la pièce maîtresse au centre de l'équation. Et la seule façon de le faire, c'est de limiter les pouvoirs de l'État à sa fonction régalienne, j'aime pas utiliser ce terme parce qu'il est mal compris, mais à sa fonction de base, qui est la défense de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. Tout le reste découlant de là. Et c'est pour ça que je te dis que on peut laisser la complexionnite, on peut laisser la complexité de côté. Soyons clairs, un jour, j'assiste à un speech de Tony Blair. Et à la fin, je vais le féliciter et tout. Et j'étais impressionné parce que c'est des hommes qui ont une capacité oratoire qui est merveilleuse. Et il me dit, mais de toute façon, Pascal,
tout sujet il me faut plus que 40 secondes pour le décrire, je n'en parle même pas. Et donc, il est revenu à une forme de simplicité, c'est-à-dire que tous les sujets qui ne peuvent pas être résumés en 40 secondes, eh bien, on n'en parle pas. Ils n'ont pas voix au chapitre. Donc, tu décomplexifies, tu ramènes au plus petit dénominateur commun. Et encore une fois, c'est ce que je fais dans mon livre 2024. Et si tu regardes le chapitre Constitution, si tu regardes les sources de pouvoir des États, si tu regardes le cadre légal, chaque fois des chapitres différents, tu comprendras la simplicité d'un système à vocation universelle. Et c'est ça que je propose. Donc voilà, oui. Enfin, j'espère que je réponds tout ou partiellement à ta question. Oui, moi j'ai une autre question maintenant qui me traverse l'esprit, Pascal. On arrive bientôt, on a déjà dépassé l'heure d'émission, mais j'ai une question qui me traverse l'esprit. Quels sont maintenant pour nos auditeurs concrètement comment, alors sans rentrer dans des détails pointus, etc. Mais quelles sont les possibilités, les actions qu'ils peuvent mener concrètement aujourd'hui pour justement pousser à cette réécriture de la Constitution et à se réapproprier leur souveraineté. Quels sont les débuts, en tous les cas, de solutions que toi, tu envisages? Je sais que tu en parles dans ton livre, mais est-ce que tu peux donner déjà quelques clés aux gens simples, donc des clés simples aux gens qui leur permettraient d'agir déjà pour eux-mêmes, autour d'eux, directement? Alors Vincent, oui, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Feuille de route. Et dans ce chapitre, je détaille ce qu'il est indispensable de faire pour, encore une fois, redonner sa force à nos systèmes, redonner sa fierté du service public aux politiciens. Maintenant, espérer que les politiques actuelles nous remettent à disposition un système efficient, c'est un peu demander à la dinde de Noël d'aller préparer le repas de Noël. Non. Ça va pas le faire de cette façon. Tu t'imagines bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gauche, plus de droite, plus de centre, plus de démocrates, plus de républicains. Non, les gouvernements successifs qui prennent le pouvoir quand le peuple est suffisamment mécontent de celui d'avant n'ont qu'à mettre les pieds sous la table et se gaver du repas laissé par les précédents. Non, ça va venir du peuple. Et dans ma feuille de route, je t'indique 5 points. Donc, il faut interrompre de façon provisoire les flux financiers des citoyens vers les États. 2, mettre nos économies à l'arrêt plusieurs jours par mois. 3, pousser les services sociaux sur régime pour les mettre en faillite, ou plutôt pour aller tester la valeur des promesses des politiques quant aux services sociaux que nous payons tellement cher aujourd'hui. 4, retirer ton argent du système bancaire pour, en guillemets, protéger la valeur de tes économies, en fait, pour provoquer un bank run. Parce que tu dois comprendre que l'argent que tu mets à la banque ne t'appartient plus. Non, tu le prêtes à la banque d'un point de vue légal. Donc, ça veut dire que la banque peut en faire ce qu'elle veut. Et comme la banque est sous quelque part le contrôle de l'État, tu assisteras à des situations comme à Chypre il y a quelques années où tous les comptes qui avaient plus de 100 000 francs ont été ponctionnés de 10%. C'est un impôt qu'ils ont pris et qu'ils avaient le droit de prendre puisque d'un point de vue légal, quand ton argent est à la banque, il ne t'appartient plus. Non, tu le prêtes à la banque, donc il appartient à la banque. La banque te le doit. Oui, certes, mais tu ne seras en possession de ton argent que quand tu l'auras retiré du compte, pris sous forme de billets ou de petits lingots d'or, si tu veux, mis dans ta poche et rentré chez toi. Mais dans l'intervalle, l'argent ne t'appartient pas. Donc, tu veux provoquer un bank run. Ça, c'est le 4e point. Et puis enfin, organiser les marches constitutionnelles à l'image de la marche du sel de Mahatma Gandhi, qui a utilisé la marche pour redonner à l'Inde et au Pakistan sa pleine et entière souveraineté, alors qu'ils étaient sous le joug de l'Empire britannique, la plus grande puissance coloniale de l'histoire de l'humanité, quand même. Et donc c'est d'une simplicité extrême. La beauté du geste, c'est que tu ne veux pas faire véritablement mourir les politiciens en tant qu'hommes et femmes, bien entendu. Mais non,
tu veux les remettre à ton service, tu veux leur donner un modèle supérieur qui leur permette d'être heureux de leur vie. Parce qu'aucun chef n'est heureux si son peuple ne l'est pas. Et il faut toujours se souvenir de ces petites phrases qui nous viennent des grands sages de l'histoire de l'humanité. Et je pense que c'est profondément vrai. Or, si tu arrives avec un modèle supérieur, eh bien, se passera ce qui s'est passé quand la Chine s'est fait envahir au cours de son histoire. La Chine s'est fait envahir à quelques reprises, mais elle a rendu chinois tous ses envahisseurs en leur proposant un modèle supérieur qu'ils ont adopté, et c'est comme ça qu'ils se sont fondus dans la civilisation chinoise. Et aujourd'hui, le peuple a le choix. On peut rester des collabos du système actuel ou on peut devenir les résistants qui allons remettre un système en place au service des politiciens, au service du peuple, au service des juges, au service des médecins, de tous les professionnels, de tous les secteurs d'activité humaine. Et l'idée n'est pas de punir, de tuer, chercher un bouc émissaire, de chercher vengeance pour ce qui nous est arrivé. En aucun cas. En aucun cas. Nous sommes une espèce collaborative et les 5 points de la feuille de route que tu trouves à un chapitre 13 du livre 2024 n'autorisent aucune violence. Aucune arme n'est même une option. Non. Nous marcherons unis pour réécrire les constitutions au service du peuple, pour faire en sorte qu'un McKinsey et autres brigands, ce sont des brigands en termes éthiques, ils sont légaux en termes cadre légal, et ils sont fabuleux, ce sont des gens intéressants et brillants, mais ils doivent être capables d'adopter un modèle supérieur qui ne leur est en aucun cas enseigné dans nos universités actuelles, à Sciences Po, à l'ENA, à HEC ou autre. Non, ça doit venir d'une réflexion personnelle où on revient à des idées simples. Encore une fois, la feuille de route, elle est écrite, tu ne prends aucun risque, ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes proches, ni au niveau physique, ni au niveau légal, et tu imposeras un modèle supérieur à nos politiciens qui seront tellement heureux de le mettre en place parce que quand ils auront fait ça, leur nation aura un tel avantage économique, ne serait-ce qu'au niveau économique, que toutes les autres nations devront s'aligner. Et je prendrai, juste un exemple, dans une certaine mesure, mais ça n'est pas encore finalisé, c'est un tout petit peu ce que fait Trump dans des domaines très limités, alors qu'il faudrait le faire de façon globale. Mais il le fait déjà un tout petit peu au niveau des tarifs, où il demande une équité des tarifs douaniers entre import-export, entre les différents pays. Alors, dans le cadre de la Suisse, en imposant 39%, c'est plutôt une punition parce qu'on continue à blanchir l'argent à travers les OG genevoises, des organisations dites non gouvernementales, en fait des organisations gouvernementales qui font 90% de leur chiffre d'affaires ou 80% de leur chiffre d'affaires directement par l'État. Eh bien, c'est une punition. Mais pour revenir à la feuille de route, tu la trouves dans 2024. C'est gratuit sur le site www.4v24.com et tu vas regarder, s'il te plaît. Et nous allons faire ce chemin ensemble, Vincent. J'en suis convaincu. Alors, j'entends ce que tu dis, Pascal, et je te rejoins tout à fait dans la non-violence, et aussi dans le fait de revenir. Je l'écris souvent dans les messages que je partage ou dans les réponses que je donne. Je dis déjà que tout est lié, et puis qu'il faut revenir aux fondamentaux que nos ancêtres, à quelque part, se sont appliqués pendant des millénaires à mettre en place, et que depuis environ 2000 ans, certains s'appliquent à détruire méticuleusement, pernicieusement et insidieusement. Donc, alors là, tout à fait, je te rejoins. Il n'y a pas du tout de question de violence. La violence n'apporte rien. Alors, même si certains diront oui, mais la violence, c'est quand même une forme d'expression, de langage, etc. Oui, non, ça se justifie pas. Alors, c'est vrai que certaines fois, moi, je me rappelle dans ma jeunesse, un certain
coup de pied aux fesses m'ont fait réfléchir différemment. Mais voilà, c'est des cas qui sont minimes et basta. Mais je pense que tu as tout à fait raison de dire que il ne faut absolument aucune violence là-dedans, parce que de toute façon, et j'ai bien aimé les derniers mots que tu as utilisés, de toute façon, les personnes, nos élus, entre guillemets, nos politiciens, seront 10 fois plus heureux dans leur tête, dans leur famille et dans leur travail, dans leur activité de politicien, si, eh bien, justement, ils sont respectés et respectables dans leur choix, dans leur éthique, et même au niveau des entreprises. J'ai eu l'occasion personnellement de travailler avec dans des entreprises où on va dire les patrons étaient très très respectueux de leur personnel et de leur éthique et de l'éthique entre guillemets, et ils faisaient effectivement, comme tu le dis, des chiffres d'affaires extraordinaires, alors que c'était des toutes petites PME, mais qui faisaient du boulot extraordinaire. Et grâce à ça, eh bien, ils engrangeaient aussi de l'argent, et tout le monde était content, que ce soit de la femme de ménage au cadre. Dans ces entreprises-là, eh bien, tout fonctionnait bien. Et il n'y avait pas on va dire, de conflit entre le patron, le personnel. Donc on a tout ramené à zéro, et je trouve que ce système de management de manière qui est simplifiée au maximum permet de faire des grandes choses. Voilà, on arrive au bout de cette émission, hein. Et je tenais à te remercier, Pascal. Il y a eu quelques petits problèmes de son, je crois. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'il y a eu quelques coupures, mais voilà. Vous retrouverez donc ce 3e épisode du grand vol invisible, parce qu'on nous vole de manière cachée depuis des décennies, on nous spolie. Alors vous retrouverez cet épisode en podcast sur le site d'Electron Libre, et puis aussi sur les différentes plateformes de Pascal, notamment sur son site internet 4ovet24.com. Vous retrouverez donc tout ça. Et je vous donne rendez-vous à Pascal et à vous, chers auditeurs, auditrices, eh bien dans une semaine, vendredi prochain. Si Pascal est disponible, parce que des fois l'aléa des agendas fait que, mais normalement ce sera vendredi prochain dès 19h, où là on va être plus précis dans le prochain épisode on va parler notamment des monnaies numériques, vraiment de banque centrale, et puis on va s'interroger si c'est une liberté ou un contrôle total. Et on parlera aussi, j'essaierai, parce qu'on arrive bientôt à cette votation fatidique du 28 septembre concernant l'OID, on essaiera de relier aussi tout ce système bancaire, ce système socio-économique mafieux. Oui, n'ayons pas peur des mots, parce que plus on en parle, ça fait le 3e épisode, plus on constate que tout est lié et que c'est une vaste mafia derrière. On en a des exemples flagrants avec le copinage dernièrement de Monsieur Nordman et puis d'un ancien conseiller fédéral au niveau d'un parti politique qui a de quoi vraiment se poser des questions justement, où un individu sous couvert de gestion de dossiers de patients électroniques là, eh bien au niveau médical, eh bien est payé 1700 francs par jour pour diffuser ces conseils soi-disant très pertinents, alors que d'un autre côté, vous avez environ 21% de la population suisse, et oui, les chiffres sont là, qui eux ont du mal à boucler les fins de mois tous les mois. Et ça, c'est un peu, c'est un peu bizarre, c'est un peu spécial. Donc, ça fait partie aussi de toutes ces interrogations qu'on doit se poser, qu'on doit avoir concernant le fonctionnement de l'État. Et c'est des discussions, des interrogations que vous devez avoir entre vous, en famille, entre amis, etc. De savoir comment on en arrive à ce qu'un individu, ancien conseiller d'État, se permette de encore manger au râtelier à raison de 1700 francs par jour, alors que le kidam moyen, eh bien, lui peut galérer dans son coin. Et en plus de ça, ce qui est un peu abject dans cette situation-là, c'est que ce monsieur s'en vante et le justifie. Alors que rien ne justifie tout ça. Je rappelle, ça paraît fou ce que je vais vous dire, mais je l'ai déjà dit, je rappelle que le coût
entre guillemets, de la vie d'un être humain, de sa naissance à sa mort, en moyenne 85 ans, et c'est-à-dire pour bien vivre, cette personne doit disposer pour toute sa vie d'environ 5 millions de francs suisses. Voilà, c'est assez fou, hein. Vous imaginez les milliards qui sont gérés, et pour la Suisse, hein, la Suisse est un pays cher, eh bien, un être humain en Suisse aurait besoin, pour bien vivre toute sa vie, de sa naissance à sa mort, juste de 5 millions de francs. Alors imaginez-vous la personne qui touche, elle, des milliards et des milliards derrière. Alors c'est pas une question d'être jaloux, non, pas du tout. C'est très bien ceux qui ont des milliards et des milliards. Mais à quoi ça leur sert ? À un moment donné, à quoi ça leur sert? Pascal, je te remercie d'avoir, encore une fois, de t'être prêté à ce jeu de cette émission du Grand Vol Invisible. Et je te donne rendez-vous vendredi prochain à 19h pour le 4e épisode, si tu es d'accord. Eh bien, mon cher Vincent, oui, je m'en réjouis déjà, si je peux me permettre. Aujourd'hui, c'est juste, on a eu, la semaine passée, quelques soucis techniques parce qu'on était, aujourd'hui, j'ai des semaines un peu folles en ce moment, donc on a eu quelques coupures, en effet, et je m'arrangerai vendredi prochain pour, avoir une connexion peut-être un petit peu plus stable, malgré que je sois sur du bon Wi-Fi en ce moment. Voilà. Donc, je te remercie, je remercie Radio Électron Libre en particulier, je remercie tous nos auditeurs et je me réjouis déjà infiniment de parler de monnaie numérique et de son influence sur notre liberté, notre capacité d'avoir une vie accomplie. Mon cher Vincent, c'est moi qui te remercie, je te souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci Pascal, et puis restez à l'écoute d'Électron Libre, hein. Vous pouvez poser vos questions en rejoignant le groupe Telegram Électron Libre sur Telegram, sur Telegram, et puis le sujet émission Le Grand Vol Invisible, et puis n'hésitez pas aussi à soutenir, que ce soit Pascal ou l'association Humanum Contactus qui chapeaute la radio, hein, que vous écoutez. Alors n'hésitez pas à soutenir avec un don. Parce que c'est important, ça nous permet de justement essayer de vulgariser tout ça et puis de passer du temps à préparer ces émissions, hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais ces émissions sont préparées, c'est quelques heures de travail chaque fois pour 1 heure d'émission. Donc merci de nous soutenir et de soutenir aussi tous ceux, je pense par exemple à l'Impertinent Média, de soutenir tous ceux qui font en sorte que les choses bougent un peu et vous informer, en tous les cas, d'une manière un peu plus juste que ce que font les autres qui font simplement que de la propagande pour soutenir un système qui est complètement pourri de la cave au grenier. Voilà, ceci dit, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir et merci.